C'était donc en images les conclusions de ce groupe de travail numéro 1 sur les énergies marines. Alors je rappelle quand même le nom aussi des coprésidents de ces groupes de travail qui peuvent intervenir en moment des questions, commenter, poser une question. Donc sur les énergies marines, c'est coprésidé par Hugh Bailey, directeur général de General Electric France, et Marc Lafosse, président d'Énergie de la Lune et président de la commission énergie marine du CER. Et puis le groupe de travail numéro 4 sur le vecteur hydrogène, dont on a déjà, je dis, beaucoup parlé, coprésidé par Olivier Appert, membre de l'Académie des technologies, et Patrice Geoffron, qui est intervenu tout à l'heure, professeur de sciences économiques à Paris-Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. On laisse du temps à des questions qui viennent du public et aussi des interventions du public ici, donc ils pourront intervenir. Alors, je vais présenter nos intervenants. Il en manque encore un qui ne saurait tarder, je pense. On va me faire des signes en régie, en tout cas on le souhaite. Madame Catherine MacGregor, merci beaucoup d'être avec nous, donc directrice générale d'Engie. Alors vous allez pouvoir parler des deux sujets, justement, les énergies marines et l'hydrogène. Donc vous êtes sur les deux sujets. À vos côtés, Mathieu Giard, merci d'être avec nous, membre du comité exécutif d'Air Liquide. Alors là, évidemment, on va être plus sur l'hydrogène avec vous. Et donc, on attend Jérôme Pécresse, un PDG de GE Renewable. J'espère qu'il ne saurait tarder. Mais le gros avantage, comme vous êtes présent, alors j'allais vous dire, je voulais commencer par parler d'énergie marine pour nous changer un petit peu de l'hydrogène. Mais comme Monsieur Pécresse n'est pas encore là, on va commencer par l'hydrogène. Allez, on continue sur le sujet, puis comme ça, vous pourrez rebondir. Alors, je rappelle juste un petit peu en résumé, parce que l'objet de cet événement, c'est pas on vous présente les rapports, mais c'est surtout aussi l'occasion de discuter et d'échanger avec des acteurs concernés. Pour résumer un petit peu sur le sujet de l'hydrogène, il est mis en avant dans ce rapport que plusieurs technologies matures de production d'hydrogène bas carbone existent déjà, que la neutralité technologique entre les différentes formes de production doit être recherchée pour diminuer rapidement les coûts de l'hydrogène bas carbone, dont la compétitivité à horizon 2030 n'est pas acquise. C'est formidable, j'allais parler d'énergie marine et Jérôme Pécresse arrive. Vous voyez, c'est vraiment, vous auriez voulu le faire, vous n'auriez pas pu. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, sur le sujet des énergies marines, dans le rapport de ce groupe de travail est indiqué que la France tient une opportunité unique de devenir un champion mondial des énergies marines renouvelables grâce à l'étendue de son domaine maritime et au dynamisme de son écosystème industriel maritime. Mais malgré ses atouts et la présence d'un tiers des industriels européens opérant dans le secteur, la France accuse un retard encore important dans son calendrier pour le déploiement d'ouvrages de production d'énergie en mer. Donc en fait, la table ronde va s'axer autour de deux questions, deux enjeux qui sont aussi finalement ce qu'il y a dans le contenu de ces rapports. C'est d'un côté les enjeux industriels, le développement de filières, et puis de l'autre côté aussi le sujet de l'acceptabilité, parce que ça c'est aussi un des sujets qui a été évoqué en filigrane. Alors je vais commencer par vous, Jérôme Pécresse. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça a été à la seconde près, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Alors justement, on va parler avec vous, et puis Catherine MacGregor évidemment pourra rebondir sur ce sujet de peut-être vous rappelez évidemment ce que vous faites dans les énergies marines, c'est toujours bien pour les uns et les autres, et puis maintenant, on est là en train de se dire comment on peut faire, parce que je le disais dans ce rapport, on voit qu'il y a un vrai potentiel, mais comment on peut faire pour améliorer et accélérer le développement et la mise en œuvre. Ce matin, on en parlait au rapport, il y a eu 12 ans, parfois entre le premier appel d'offres et de la concrétisation. Alors, non seulement il y a eu 12 ans, mais on est effectivement en train d'installer bientôt en France des turbines de 6 MW, alors qu'on travaille partout ailleurs dans le monde sur des turbines de 12 MW, donc 2 fois plus grandes, avec des rotors beaucoup plus importants et des performances bien meilleures. Et non seulement on en parle, mais on commencera à les installer en Angleterre dès l'an prochain. Donc on a effectivement le paradoxe non seulement de la durée de mise en place des projets, mais qui se traduit par des technologies qui, quand elles sont installées, on ne va pas dire qu'elles sont obsolètes, mais enfin elles sont un peu vieilles. Donc vous avez été parmi les premiers, de toute façon, à vous lancer aussi dans l'aventure. Alors nous, effectivement, Alstom puis GE a été un des premiers à créer la filière industrielle française, puisqu'on a 2 usines aujourd'hui sur le territoire. Une à Saint-Nazaire, on produit les nacelles. Une à Cherbourg, on produit les pales. Donc c'est des implantations qui ont été décidées il y a près de 10 ans. On a été les pionniers de la filière. On a entraîné avec nous un écosystème de PME, PMI, ETI qui travaillent avec nous pour faire les composantes de ces différentes générations d'éoliennes. Et on produit en France pour le marché français et puis bientôt pour l'exportation. Alors peut-être, Catherine MacGregor, vous aussi vous présenter et rebondir aussi sur ma question, puis vous pourrez continuer les échanges sur le développement de cette filière. Oui, donc bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc
Effectivement, le développement des renouvelables dans l'éolien offshore est une zone absolument critique pour nous, puisque nous avons annoncé une accélération d'investissement et de développement dans les énergies renouvelables en général, en passant de 30 gigawatts de capacité installée à 50 et puis à 80 à l'horizon 2030. Et une certaine proportion de ces gigawatts additionnels doit venir de la capacité installée offshore. Et donc, nous suivons avec grand intérêt l'évolution de l'industrie en France, en se demandant effectivement pourquoi ça prend autant de temps pour développer ces projets éoliens, alors que nous avons donc des ressources absolument magnifiques. Et nous avons, comme nous sommes une entreprise finalement assez globale, nous avons aussi des moyens de comparer. Et donc, peut-être quelques idées, quelques pistes d'amélioration pour cette filière que nous essayons de faire émerger en France. Par exemple, en comparant avec ce qui se passe au Royaume-Uni, où en fait, au Royaume-Uni, ils arrivent à attribuer très en amont, d'abord des capacités beaucoup plus larges. Depuis 2010, au Royaume-Uni, 58 gigawatts ont été attribués. Donc, je crois qu'en France, on en est à peu près à 4 au total. Donc, c'est vraiment une échelle complètement différente, d'une part. Et d'autre part, une visibilité, en fait, une planification, une anticipation qui donne aux industriels la capacité de se préparer, d'anticiper, de planifier, de regarder les zones, de regarder les aspects environnementaux, etc. Donc en France, en comparaison, on a une visibilité sur 2 ans sur les appels d'offres. Donc c'est vraiment très très difficile en fait d'être prêt et d'anticiper. Donc ça c'est un point de comparaison. Et peut-être un autre point de comparaison, et là je vais aux Pays-Bas, donc finalement pas très loin de chez nous, où en fait des records sont battus en termes de temps de développement. Donc entre l'octroi et la mise en service, aux Pays-Bas, ils arrivent à faire entre 3 et 4 ans. Et en fait, donc encore une fois, à comparer aux 10-11 ans où on est aujourd'hui en France, malheureusement. Et en fait, c'est toute la séquence et le phasage de l'octroi des permis et des permis et des assessments environnementaux qui est complètement différente, où on arrive à faire les choses beaucoup plus en parallèle. Aux Pays-Bas, donc par exemple, les appels d'offres arrivent avec des assessments environnementaux, des études environnementales déjà préparées, ce qui permet de gagner un temps incroyable. Et pour l'industriel qui a eu la chance d'avoir obtenu un projet, il peut en 3-4 ans en fait faire ses demandes de permis et commencer la construction du projet. Donc ça existe, c'est en Europe, c'est pas très loin. Et donc la connexion, et non seulement construire les fermes, mais les connecter au réseau. Et bien sûr, le réseau est très important également. Bien sûr. Oui, donc ce besoin d'appel d'offres régulier, d'un vrai calendrier, d'une planification, qui est d'ailleurs évoqué régulièrement, qui est évoqué aussi dans le rapport. Non, je crois que Catherine l'a dit, en tant qu'industriel, on a besoin de visibilité à long terme avec un flux régulier d'appels d'offres. Sur d'ailleurs les technologies d'aujourd'hui, on sait que le flottant fera partie de l'équation, mais commençons par le fixe. Et ensuite, une traduction rapide de ces appels d'offres en réalité industrielle. Sinon, on fait du stop and go, ce qui n'est pas du tout bon pour une filière industrielle comme la nôtre, et encore moins pour nos sous-traitants que pour nous-mêmes. Alors vous avez parlé de filière, justement, je voulais parler d'emploi, ça tient aussi à cœur de Jean-François Carinco. Il y a un vrai développement potentiel d'emploi aussi dans ces filières. On a recruté cette année à peu près 400-500 personnes entre Saint-Nazaire et Cherbourg. On continue à monter en puissance, on continue à embaucher, on a besoin d'emplois industriels, on a besoin d'ingénieurs, donc c'est clairement une filière qui embauche, et c'est une filière où on se veut, nous, GE et d'autres, la locomotive, encore une fois, d'un réseau de partenaires. Et souvent, sur la façade maritime et dans des ports où il y a un besoin important de reconversion d'activités historiques. Allez-y, puisque l'idée aussi, c'est que vous échangez finalement. Oui, puis c'est une filière aussi qui attire beaucoup les talents, puisque effectivement, dans les énergies renouvelables, les jeunes sont très attirés par ces métiers, et donc voilà, c'est une grande attractivité de cette filière qu'il faut absolument continuer à développer de cette manière. Tout à fait. Alors dans ce rapport, justement, on passe en revue, on parle de l'éolien, l'éolien posé. Il y a l'éolien flottant aussi, vous en avez parlé. C'est pas pour tout de suite pour vous, pas directement? C'est pour bientôt, ouais. C'est pas pour tout de suite. Je pense que c'est une technologie où on a encore besoin de faire un peu de pilote pour comprendre comment ces systèmes marchent dans la durée, comment nous, industriels, on peut les opérer pour nos clients. C'est clairement en France une partie importante du potentiel sur la façade, puisque vous savez qu'en fait, dès que ça s'enfonce assez vite, comme en Méditerranée, sur une large partie de la façade atlantique, on aura besoin de faire du flottant. Donc c'est pour General Electric une zone d'investissement. Je crois que c'est pour l'industrie une zone d'intérêt fort global. On voit des projets notamment en Japon, en Corée, qui vont commencer à émerger
émerger. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Je dirais, essayons d'abord de prendre le plein potentiel du fixe et de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Mais c'est clairement une réalité importante à venir. Oui, l'éolien flottant aussi de la même façon. Oui, alors donc nous opérons un petit projet un petit peu pilote, mais ça fait quand même 10 ans qu'il est en opération, 2 mégawatts offshore, au large du Portugal. Et effectivement, c'est une technologie qui va être très intéressante. Elle permet d'avoir aussi de s'éloigner des côtes, et donc en termes d'acceptabilité sociale, bien sûr, plus facile parce qu'on les voit beaucoup moins, voire on les voit plus du tout. Permet effectivement d'aller chercher des ressources davantage, puisqu'on arrive à des profondeurs d'eau d'à peu près 100 mètres par rapport à un éolien posé qui est limité forcément en termes de profondeur à 30-40 mètres à peu près. Donc c'est des technologies qui sont très prometteuses, mais en revanche, en termes de compétitivité coût, on n'est pas encore là. Pas de compétitivité. Et j'imagine il faudra encore beaucoup de R&D aussi peut-être en la matière. Il y a besoin, et pour le coup, c'est vraiment de la R&D intéressante, puisque c'est vraiment de la structure marine, des systèmes d'ancrage qui permettraient donc de pouvoir résister aux forces du vent. C'est tout ça, et puis aussi les systèmes de contrôle pour optimiser le fonctionnement de la turbine, je dirais minute par minute, ce qui est plus compliqué à faire quand on est sur un flotteur que quand on est sur une fondation fixe. Alors il y a encore du travail, mais on y croit. Alors, je ne tarderai pas à parler d'hydrogène. Je ne vous oublie pas, Mathieu Giard, mais je vais continuer encore un tout petit peu sur les énergies marines, puisque, comme je disais, on met en avant différentes technologies. Il est question aussi dans le rapport d'énergie thermique. Alors là, on est plus sur les questions de zones non interconnectées. Mais l'hydrolien aussi, ça, c'est quelque chose où peut-être que vous êtes moué. Allez-y, allez. Passez-moi, Jérôme. Nous, c'est avec l'hydrolien, je ne suis pas le plus objectif puisqu'on est sorti il y a quelques années. Le potentiel existe. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus limité en termes de taille de gigawatts. On parle de quelques spots identifiés au large de la Normandie. Je pense qu'on n'est pas sur le même quantum de potentiel et sur les mêmes enjeux. Oui, pareil. En fait, Engie avait investi en 2010 beaucoup sur un projet. En fait, nous l'avons mis sur pause parce que vraiment des problèmes de maintenance et de fiabilité, c'est assez compliqué à aller réparer une motrice hydrolienne. Donc voilà, on s'est arrêté. Maintenant, on se recentre beaucoup sur l'éolien offshore. Je vais le dire très bêtement, mais pour que ça marche, il faut mettre dans un endroit où les courants sont très forts. Et là où les courants sont très forts, c'est un peu tendance à abîmer la machine, en fait. Et puis, je le dis de façon super simpliste, c'est plus compliqué, mais enfin, c'est l'idée générale. Et puis, il y a certaines zones en France, c'est ça, on ne peut pas évidemment en poser n'importe où. Là, surtout, si on va avoir un coût d'électricité intéressant, il faut vraiment dans des courants très forts. Donc, c'est le rat Blanchard, des choses comme ça. Mais enfin, quand on a mis les machines, on n'a pas été déçus. Et alors, puisqu'on a parlé d'Europe aussi beaucoup aussi avec Madame la Ministre, pour développer finalement ces activités, parce qu'on voit qu'il y a de la technologie, elle est là, on voit qu'il y a le potentiel, pour concrétiser tout ça, est-ce qu'il y a des règles, des financements mis en place plus spécifiquement au niveau européen, parce qu'on se dit qu'il faut avoir une dynamique globale? Je crois que les financements existent. Catherine le dira, je crois que les financements existent. Les investisseurs dans les projets d'éolien offshore, ils sont nombreux et diversifiés. Là, on a toujours besoin de financement, c'est financement à l'innovation. Le gage de pérennité de cette industrie, c'est qu'on continue, nous, industriels, avec nos clients, à innover sur des turbines plus grosses, plus productibles. On sait que maintenant, quand on va passer la barre des 14-15 mégawatts, on va avoir des contraintes de poids de ce qu'on met au-dessus de la tour. On a des pales maintenant qui font... le rotor fait 250 mètres de diamètre, donc ça veut dire que la pale est plus longue qu'un terrain de foot. Donc il faut qu'on continue à innover, et je crois qu'on a besoin d'un soutien permanent à l'innovation pour arriver à continuer à baisser le coût de l'électricité. Sur la partie turbine, et aussi sur la partie connexion d'ailleurs. Oui, non, absolument. La technologie est absolument clé. Et là, effectivement, les soutiens européens peuvent aider. Mais c'est vrai que si je reviens vraiment sur le débat éolien marin, je pense que les solutions sont quand même beaucoup au sein entre nous, en fait. C'est vraiment des sujets finalement pas très très compliqués. C'est pas vraiment de la technologie. Les coûts sont très compétitifs dans l'éolien marin. Donc là, on est vraiment de nouveau sur les permis, les séquençages, les appels d'offres. Donc je reviens un petit peu à mes points initiaux qui sont vraiment importants. Il faut vraiment qu'on y arrive, sinon les 50 gigawatts, là, ça va être très très difficile à délivrer à l'horizon 2050.
Ouais, donc c'était important à préciser. Alors, je vous ferai réagir sur l'autre thématique de l'acceptabilité tout à l'heure, mais je continue sur la partie un peu industrielle avec la question de l'hydrogène. C'est pour ça que je me tourne vers Mathieu Giard à présent, dont on a beaucoup parlé, alors qui apparaît, on va dire, comme le nouvel Eldorado. Ce n'est pas le Pérou, disait tout à l'heure Monsieur Carinco. Bon, il y a un contexte aussi qui est favorable, hein, ce plan hein, de 7 milliards à l'horizon 2030 dont on parlait tout à l'heure. Il y a une vraie demande en la matière. Vous, voilà, où en êtes-vous, vous, chez Air Liquide, sur ce sujet de l'hydrogène? Déjà, ça fait du bien d'entendre parler d'énergie qui ne soit pas de l'hydrogène. Donc, c'est une petite pause. Après 6 mois, 1 an, on a l'impression de parler que de ça. Vous êtes sur tous les événements sur l'hydrogène, c'est ça? Sur toutes les thématiques Je suis sélectif. Voilà, donc nous, on en est. En fait, on est sur beaucoup des conclusions du rapport de la Creux. C'est-à-dire que l'hydrogène, c'est un horizon 2030-2035. Il y a plein de choses qui vont se passer entre maintenant et cette période. Par contre, on doit se focaliser, pour commencer, sur les gros usages industriels, sur la mobilité lourde, parce que c'est là que ça se passe. Et on a besoin, on l'a mentionné, des hubs et des corridors de mobilité, parce qu'il faut qu'on soit assez focalisé. On ne peut pas être partout, et on doit massifier, et on doit montrer que la filière peut grossir et exister. Donc, pour ça, on a besoin de plein de choses. Alors, on a besoin d'électricité, donc c'est très bien qu'on en parle. On l'a rappelé, c'est que 75% du coût de l'hydrogène, c'est de l'électricité. Donc, on a besoin de quantités massives d'énergie. Parce que rappelons que c'est un vecteur, hein, l'hydrogène, c'est pas une énergie en elle-même. Donc, on a besoin de beaucoup d'électricité, qui soit bas carbone ou renouvelable, à un prix compétitif. En parallèle de ça, il va falloir qu'on baisse les coûts de CAPEX et de TCO de la filière. Donc là, c'est tous les acteurs qui doivent s'y mettre. On a besoin d'aide et de politique gouvernementale. Et puis, vous l'avez dit, c'est un vecteur. Donc l'hydrogène pour l'énergie, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et donc les gros usages aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup industriels. Donc quand on parle des raffineurs, c'est pas de l'énergie. Quand on parle d'un réducteur dans un DRI, c'est de l'industriel. Donc il faut vraiment qu'on se concentre sur ces usages-là, parce que c'est ça qui va nous permettre de passer à l'échelle. Donc vous disiez, c'est plutôt les transports lourds, l'industrie lourde. Pourtant, je vois circuler aussi certains taxis. La mobilité, oui, la mobilité hydrogène, oui. Bon, l'hydrogène, je pense, c'est un des outils dans le mix énergétique. Donc il y a de la place pour tout le monde, et on va certainement pas aller se battre contre les voitures électriques. Si on doit aller pour les 30 km qu'on fait tous les jours pour aller travailler, je pense que la voiture électrique ou les transports en commun sont sans doute très très bien. Après, quand on a des usages un peu massifs et densifiés, on voit que l'hydrogène commence à avoir du sens. Donc à Paris, effectivement, on opère des taxis, on en aura 700 à la fin de l'année. C'est la plus grosse flotte de taxis hydrogène au monde. C'est des taxis qui roulent 24/7. Donc c'est sûr que là, quand on tourne beaucoup, qu'on remplit rapidement, on a un cas d'usage qui est intéressant. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde et c'est pas pour tout de suite. En attendant, je pense qu'on commence à voir sur le heavy duty et les camions un peu plus lourds. Là, les cas d'usage sont un peu plus intéressants et ça va démarrer beaucoup plus vite. Donc on en revient, je pense que... Est-ce que c'est le Pérou? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des gros usages et est-ce qu'il y a un ramp-up à faire? La réponse est absolument. Alors sur les hubs territoriaux, ça aussi, vous avez des choses que vous mettez en place pour montrer que c'est concret, dans le sud de la France notamment, c'est ça? Vous avez déjà mis des gens? Donc il y a plusieurs modèles de production de l'hydrogène. Nous, il y en a plusieurs qui sont évoqués dans le rapport. Est-ce que c'est du local, du semi-centralisé ou du centralisé? Je pense que d'un point de vue industriel, le plus gros, le mieux, en termes de coût marginal, en termes de CAPEX. Donc nous, il nous paraît intéressant de s'ancrer sur des gros hubs où il y aura des usages, encore une fois, dans la pétrochimie, dans l'industrie, etc., et en marginal de développer la mobilité. Donc là, il faut s'ancrer sur les bassins qu'on connaît, les Marseille, Le Havre, Dunkerque et autres, et puis donc construire et repartir de là. Et repartir de là. Et alors pour l'injection dans le réseau, on en parlait aussi ce matin en disant, c'est mettre du Clos-Vougeot dans de la piquette. Alors, je fais allusion à la conférence de presse de ce matin. Donc là, je vais rebondir sur ce que disait le président. Nous, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut déjà construire la filière avant de construire les réseaux. Il sera toujours temps, une fois qu'on sera sûr, une fois qu'on aura les cas d'usage, une fois qu'on aura on aura inversé les courbes de production, de s'y pencher. Il ne faut pas perdre de temps non plus, mais à mon avis, ce n'est pas la priorité des priorités en 2021. Alors peut-être aussi expliquer comment Engie aussi se positionne sur ce sujet du vecteur hydrogène. Bien sûr, parce que ce qui frappe avec l'hydrogène, c'est effectivement sa versatilité, parce qu'en plus de ce que vous venez d'écrire, c'est aussi un moyen de stockage de l'énergie renouvelable.
Et effectivement, certains industriels sont en train d'envisager de regarder leur capacité de générer de l'électricité en remplaçant le gaz par de l'hydrogène. Ce qui peut sembler quand même un peu fort de café compte tenu du prix de production d'hydrogène aujourd'hui. Mais ce sont des choses, des scénarios qui sont en train d'être considérés, qui sont en compétition. Et c'est vrai que aujourd'hui, je crois qu'on est assez tous d'accord avec la conclusion de la Creux, qui est de dire qu'il va y avoir le chemin de moindre résistance pour l'hydrogène. Ça va être quand même d'aller décarboner les choses qui sont difficiles à décarboner. En particulier, effectivement, les transports lourds, parce que l'électricité pour les transports lourds, ça va être quand même très compliqué en termes de volume, de poids des batteries, par exemple. Et l'industrie lourde, les sidérurgistes aujourd'hui, les cimentiers, n'ont vraiment pas beaucoup de solutions pour se décarboner. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais le hard to abate, c'est-à-dire les industries qui vont être vraiment compliquées à décarboner, pour lesquelles l'hydrogène présente aujourd'hui une solution finalement, quasiment la seule solution. Mais quand vous regardez un peu au-delà de ça et que vous voyez que ces usages vont suffire pour effectivement faire émerger un marché, vous voyez quand même que l'hydrogène peut devenir un marché un peu plus universel et présenter des solutions effectivement pour stocker l'électricité produite par les renouvelables ou au contraire peut-être être produite dans des fermes de renouvelables à bas coût, que ce soit, je sais pas, en mer du Nord ou en Espagne, ou au Maghreb, et ensuite pourrait être transportée, alors peut-être pas comme l'hydrogène comme tel, parce que c'est assez compliqué finalement de transporter l'hydrogène, mais comme ce que j'appelle un proxy hydrogène, peut-être de l'ammoniac, sous forme d'ammoniac ou sous autre forme. Et là, effectivement, le sujet de transport de l'hydrogène va s'imposer à nous. Donc, disons que je pense qu'on est tous d'accord que le marché va se structurer de manière progressive, probablement d'abord de manière très régionale. Aujourd'hui, par exemple, Engie, nous sommes partenaires avec d'autres, avec Michelin, Crédit Agricole, sur ce qu'ils appellent le Zero Emission Valley, où nous essayons, si vous voulez, de synergiser les utilisations, en particulier de mobilité de l'hydrogène, donc vraiment partager les usages, construire des stations et faire se transporter des bus à l'hydrogène. Donc toutes ces initiatives sont très bien, sont effectivement très régionales. On peut imaginer, dans un avenir un peu plus lointain, que ces régions devront être connectées et là, effectivement, le besoin d'avoir un marché de l'hydrogène un peu plus liquide avec des infrastructures qui, aujourd'hui, je vous le rappelle, ont le mérite d'exister et donc, en termes d'investissement supplémentaires, peuvent effectivement fournir une solution intéressante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les industriels français, la filière française, on ne peut pas vivre en isolation. Le reste du monde bouge, donc il y a des pays qui ont de l'énergie à bas coût qui souhaitent exporter, l'Australie, le Moyen-Orient, vous avez mentionné l'Afrique du Nord, on peut parler du Chili. Ils vont vouloir se positionner, donc ils vont développer des filières, ils vont vouloir développer de l'export. Je pense qu'on en a encore à quelques années, mais ça va se développer, on ne pourra pas être tout seul. Donc on ne pourra pas être tout seul dans cette histoire-là. Et c'est pour ça, pardon de vous couper, mais c'est vrai que beaucoup d'acteurs de transport de gaz aujourd'hui en Europe s'associent pour derrière cette initiative de dorsale européenne afin effectivement de structurer ce marché futur. Alors encore une fois, on ne sait pas pour demain, mais on en voit l'horizon. C'est pas pour demain, et encore avec une question de coût aussi qui est évoquée dans le rapport. On n'est pas encore sur de la compétitivité. Là, évidemment, c'est pas la même problématique, sujet dont on parlait avant. Et peut-être un mot quand même du lien, parce que finalement, il y a un lien. On a rassemblé dans cette table ronde les sujets d'énergie marine et de vecteur hydrogène, mais il y a un lien entre les deux. Catherine MacGregor. Il y a un lien dans la mesure où une fois que vous avez des éoliennes qui fonctionnent, effectivement, il peut y avoir l'utilisation de certaines de cette énergie marine pour venir produire de l'électricité. Donc là, pour le coup, complètement renouvelable, qui produit de l'hydrogène et donc qui contribue à ce marché de l'hydrogène qui aura là pour le coup complètement émergé. Vous voulez réagir pour faire de l'hydrogène complètement vert. Alors, est-ce que je pense que ça commencera plutôt dans des endroits où vous avez beaucoup de vent, beaucoup de soleil, et où c'est facile de faire de l'énergie renouvelable 24 heures, pas très cher, en combinant de l'éolien, du solaire et un peu de batterie, plutôt qu'en mer du Nord, où les conditions sont un petit peu différentes. Mais à un stade ultime, effectivement, on peut réfléchir à des productions d'éolien en mer intégrées avec de la production d'hydrogène. En tout cas, non, vraiment, l'hydrogène permet de stocker l'électricité. Donc, c'est effectivement un partenaire privilégié des renouvelables.
Oui. Après, donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toutes les couleurs de l'hydrogène. Oui, c'est ça. C'est 50 nuances d'hydrogène. On peut pas se faire c'est un peu ça. Mais même à l'intérieur des nuances d'hydrogène, je pense qu'il y a des sous-thèmes. Il y a du vert très foncé, du red 2. Il y a du vert un peu plus clair avec un PPA qui peut être virtuel. Donc, je pense que nos clients, ils vont devoir aussi ils vont adapter leurs usages à ce qu'on doit produire. Donc, on a la spécificité française, on a la chance d'avoir du nucléaire. Donc, c'est sûr qu'on a une base qui est un peu plus stable que certains. La ministre a mentionné le carbon capture, et c'est sûr que l'hydrogène bleu, je pense, aura une place assez importante aussi dans les prochaines années. Et donc, on va avoir des coûts de production qui vont avoir des courbes différentes en fonction des couleurs, et un coût du carbone qui va quand même aller normalement en enchérissant. Et donc, à un moment, toutes ces courbes vont converger, ou en tout cas se croiser. Et c'est là que ce sera intéressant de voir où on en est en France. Alors, on va en arriver au sujet de l'acceptabilité, où justement, je peux vous faire réagir à un commentaire qui est un peu long, mais que je vois s'afficher de la part, puisque je rappelle, vous pouvez poser des questions sur l'éolien flottant, en disant qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas reçu de réponse sur la sécurisation face au vécu de l'extraterritorialité du droit pour nos intérêts nationaux et surtout locaux, sur l'évolution de la fiscalité relative aux éoliennes flottantes en ZEE, et puis les sujets du contrat social, vous avez écrit tel quel, qui reste à écrire entre porteurs de projets et utilisateurs historiques de la mer. Alors on voit qu'en ce moment, ça s'agite beaucoup autour de ce sujet de l'éolien, et en particulier en mer, Catherine MacGregor. Oui, mais écoutez, c'est vraiment un sujet absolument majeur. Alors, nous, Engie, on a effectivement typiquement une expérience assez prouvée en termes d'engagement des parties prenantes et de dialogue et d'explication. Et pourtant, on trouve les limites de la méthode. Donc aujourd'hui, on se remet pas mal en question en fait, parce que on a vraiment l'impression d'avoir passé beaucoup de temps, qu'on a beaucoup engagé les parties prenantes, beaucoup travaillé en particulier avec les pêcheurs en ce qui concerne l'éolien marin, et pourtant on rencontre encore des difficultés. Donc voilà, réflexion de se dire il faut faire de l'éducation, il faut expliquer, il faut également comprendre les émotions et les réactions qui sont peut-être parfois un peu plus irrationnelles en fait que ce à quoi on a l'habitude. Il ne s'agit pas de les écarter d'un revers de main, mais c'est vrai que ces oppositions sont deviennent une spécificité française, tant sur le terrestre que sur l'éolien en mer aujourd'hui. Donc ça interroge. Ça interroge, mais on n'a pas le droit d'abandonner. Il faut continuer, mais trouver les bons arguments qui ne sont pas forcément dans le domaine du rationnel. Et c'est ce qui me frappe aujourd'hui, en particulier dans tout ce qui concerne l'éolien, pas seulement l'éolien marin d'ailleurs, l'éolien terrestre également. L'éolien, tout simplement. Vous vouliez faire un commentaire sur ça, parce que non, mais une autre question. Si on parle de contrat social dans l'hydrogène, je pense qu'on ne peut pas en parler sans parler de sécurité. Oui, c'est ça. C'est la question que j'allais vous poser. Donc vous l'avez anticipée, voilà. Et elle tient à cœur à Olivier Appert, qui pourra d'ailleurs en glisser un mot si vous voulez. Allez-y, vous pouvez en parler, puis Mathieu Giard pourra réagir, parce que l'objet aussi, c'est de vous faire commenter, Olivier Appert. Effectivement, le rapport du groupe de travail met en évidence un sujet qui est très peu abordé, qui est le problème de sécurité. Je pense les rapports de l'AIE ou de l'Hydrogen Council, on en parle absolument pas. Or, l'hydrogène, avant d'être un vecteur énergétique, est un produit chimique dangereux avec une énergie d'explosivité extrêmement faible et des plages d'explosivité très larges. Et donc, ce serait intéressant que vous puissiez commenter sur ce sujet spécifique. Une explosion qui avait tué 3 pompiers, me semble-t-il, à Saint-Priest il y a une vingtaine d'années, avait tué la filière du GPL pour le transport. Donc ça me semble être un enjeu majeur qui est maîtrisé dans les milieux industriels. Mais dès lors qu'on mettra l'hydrogène entre les mains de tout le monde, ça pose d'autres problèmes. Merci à vous pour cette précision. Je vous en prie, votre réaction, Mathieu Giard. Alors, je suis ravi d'avoir anticipé la question. Ce qui est sûr, c'est que... Vous avez lu le rapport. Ouais, voilà. Non, mais on y croit en plus. On a la chance d'avoir 50 ans d'historique et plus dans l'hydrogène. On a commencé par le spatial, on opère des réseaux, on opère des usines, et c'est absolument primordial. Et depuis quelques mois, il y a toute une filière qui se découvre un historique et une passion pour l'hydrogène, en oubliant, comme vous le rappeliez, les spécificités de cette molécule. Donc, on a parlé, vous en avez parlé un peu avant, on parle de 700 bars, on parle de moins 253 degrés. L'impact sur les métaux est très important. Donc, quand on parle de réseau,
réseau, est-ce que les soudures vont tenir, est-ce que les métaux vont tenir, etc., etc. Donc il y a plein de sujets à regarder. Ça nous paraît absolument primordial. Donc quand on qualifie les acteurs, quand on donne des aides publiques, de certifier ou de qualifier que les personnes qui vont faire usage de cet argent public vont faire bon usage en termes de sécurité. Et donc tout ça, je pense, c'est absolument primordial. La filière doit se structurer. On doit sans doute avoir plus de normes à mettre en place. Et parce qu'un incident, et puis ce sera la fin de... Donc là, ce ne sera même pas le Pérou, je pense qu'on s'arrêtera bien avant. Donc on ne peut être que d'accord avec ce chapitre de votre rapport. Alors je ferai réagir tout à l'heure les coprésidents des énergies marines, mais une autre question aussi, quand on parle d'acceptabilité, Jérôme Pécresse, on voit aussi venir le sujet autour des éoliennes, de la recyclabilité, enfin aussi de la fin de vie, tout ça, il y a aussi cette problématique. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, où maintenant on sait faire des éoliennes qui sont à 100% recyclables. Le gros problème était les pales, et aux États-Unis, on a une activité importante qu'on appelle de repowering des parcs existants, on remplace les rotors. On a maintenant mis en place, alors aux États-Unis c'est avec Veolia, en Europe on a annoncé des partenariats similaires avec d'autres sociétés dont Lafarge Holcim, des solutions pour en fait recycler à 100% les pales, les transformer en matériaux qu'on peut remettre ensuite dans les fours à ciment pour faire du ciment. Alors l'étape ultime, c'est avec ce ciment, est-ce qu'on arrivera à faire des sections de tours d'éoliennes? Et là ce sera parfait. Mais on sait maintenant, sur toute la partie turbine pale, faire quelque chose qui est 99% recyclable. Je crois qu'avec les pales, on peut aussi, dans le nautisme aussi, on peut finalement récupérer un peu de certaines hydroliennes, non, pour faire des nouveaux matériaux. On travaille sur les pales d'éoliennes, on les remet dans les fours à ciment et on fait du ciment avec. Il y a des choses qui se développent. Alors, est-ce que Marc Lafosse, voilà, c'est Marc Lafosse qui va commenter, donc allez-y, un des coprésidents du groupe de travail sur les énergies marines, je vous en prie. Alors, je voulais juste intervenir parce qu'il y a beaucoup d'échanges pendant ce groupe de travail sur l'hydrolien. Je voulais pas qu'on s'arrête sur une pause, comme vous l'avez dit, Madame MacGregor. Il y a un très bon dynamisme dans cette filière actuellement en Europe. Il y a à peu près 10 mégawatts en fonctionnement au Royaume-Uni. Il y a des acteurs français qui s'y positionnent et on a dans le pipe très certainement plus de 30 mégawatts à la fois au Rat-Blanchard et au Fromveur à côté de l'île de Ouessant. Et je voulais pas qu'on reste sur cette mauvaise donne et qu'aujourd'hui la Commission européenne prévoit plus de 165 mégawatts dans les énergies marines, donc hydrolien et houlomoteur, à l'horizon 2025. Et ça donne évidemment une très belle dynamique pour les acteurs français. Et je crois même d'ailleurs que General Electric est désormais revenu dans l'aventure au travers d'une prise de capital chez Sabella aux alentours de 15%. Donc là aussi, un passif. On a apporté notre technologie à Sabella en échange d'une participation. Exactement. Merci. Merci à vous pour votre commentaire. Alors surtout, n'hésitez pas, parce que là, on a un temps aussi de questions-réponses et je n'en vois pas apparaître. Donc profitez-en, vous qui êtes derrière votre écran, si vous voulez évidemment commenter, réagir, interagir. Est-ce que vous voulez ajouter déjà quelque chose à ce qui vient d'être dit ou d'être précisé, ou si d'autres membres du groupe de travail veulent intervenir? Faut pas hésiter, hein. Vous êtes tous très efficaces, hein. et concis. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut essayer de se prôner dans la prospective. Monsieur Carinco veut commenter. Allez-y, vous pouvez justement. Remercier les participants à la table ronde. Et sur cette affaire d'énergie en mer, d'énergie marine, d'hydrogène, rappeler, parce que c'est mon attachement, c'est un atavisme, le rôle de l'outre-mer. Et franchement, j'en ai discuté avec Catherine MacGregor, il faut qu'Engie s'investisse outre-mer un peu plus. Il faut qu'on n'accepte pas d'être une dernière puissance pacifique carbonée. C'est un des vrais sujets. Il faut qu'on sache faire de l'hydrogène, stockage de l'énergie comme expérience, parce que l'énergie est tellement chère outre-mer que finalement, elle n'est pas plus chère que le reste outre-mer. Donc on travaille sur de l'hydrogène en Guyane, notamment. Donc voilà, je n'ai pas entendu dans ces sujets d'énergie marine et d'hydrogène le terme d'outre-mer, et je le regrette un peu. Alors, vous voulez parler d'outre-mer pour répondre à Monsieur Carinco? Non, simplement pour dire qu'on prend bien votre point. Nous avons beaucoup de projets, comme vous le savez, en outre-mer, mais je regarderai précisément celui de l'hydrogène en outre-mer en réaction à votre point bien noté. Après, on peut rebondir aussi sur votre rapport qui dit finalement au-dessus de 40 mégawatts, c'est bien. Donc il faut aussi trouver les bons projets qui vont nous permettre d'avoir de l'énergie en quantité suffisante
et des électrolyseurs de taille raisonnable. Donc, il faut faire le tour de l'autre mer pour trouver les bons projets. Et regardez la page 53 du rapport. Le tarif qui est acceptable, c'est juste le prix de l'énergie outre-mer. On est même plutôt en dessous. Eh ben, on va regarder avec Mme MacGregor où aller ensemble, alors. Alors, il va y avoir un nouveau commentaire. Je passerai la parole à Monsieur Christian Zinglerster qui veut me poser une question. Mais il y a une question sur l'acceptabilité, sur le vivre ensemble. Ne devrait-il pas être comme un contrat de mariage, être porté par une sorte de contrat entre énergéticiens et utilisateurs historiques de la mer, qui permettrait par exemple d'aider les pêcheurs à concrétiser leur transition énergétique? Jolie suggestion, un contrat de mariage. Écoutez, c'est une jolie analogie, mais je pense que effectivement, on doit trouver absolument des engagements et des manières de vivre ensemble qui font que, enfin, qui sont gagnant-gagnant, pour utiliser une expression un peu cliché. Excusez-moi, mais c'est vraiment, je pense qu'en tant qu'énergéticien, notre intérêt absolu, c'est que effectivement les utilisateurs de la mer autour de nos installations y trouvent leur compte, et ça me paraît absolument primordial. Je sais que nos équipes, c'est vraiment leurs objectifs. Visiblement, on n'y arrive pas complètement, donc je pense on doit s'améliorer là-dessus. Mais nous sommes absolument ouverts aux suggestions, aux idées pour y arriver mieux, parce qu'on ne va pas continuer à passer 11 ans à développer des projets éoliens. On n'arrivera jamais aux 50 gigawatts, hein, je me répète un peu, mais donc il faut trouver des solutions. Et quand on fait des turbines qui sont plus grosses, c'est pas pour embêter les pêcheurs ou les résidents secondaires, c'est parce que si elles sont plus grandes et que les rotors sont plus larges, le coût de l'électricité est plus bas. On a toujours ce paradoxe en France que même sur Terre, je pense que de mémoire, la taille du rotor en France doit être 13 à 15% inférieure à ce qu'elle est en Allemagne, et le coût de l'électricité d'origine éolienne, il est du coup plus élevé. Donc à un moment donné, il faut arriver à sortir de ce paradoxe. Alors Christian Zinglerster, oui, si vous voulez commenter. Oui, merci beaucoup. Je suis Christian Zinglerster, je suis le directeur de l'ACER, qui est l'Agence européenne de la régulation de l'énergie. Et d'abord, je m'excuse de mon français, que je ne pratique pas si souvent. Vous parlez très bien, en tout cas. Hein. Je sais, je vous ai déjà eu au téléphone, vous inquiétez, mais il n'y a pas de souci. C'est très, très bien. Merci à vous, en tout cas. Vous représentez tous vos trois des entreprises quasiment globales, je veux dire. Et à cause de ça, vous avez des perspectives, j'imagine, qui traversent des juridictions plusieurs. Dans ce contexte, comment est-ce que vous regardez le rôle relatif des approches nationales envers les approches européennes, si vous voulez? Comment regarder ça, surtout sur un contexte d'une décarbonisation impressionnante, ambitieuse, peut-être même agressive, selon quelques voix. Merci. Merci à vous. Alors, qui veut commenter? Écoutez, moi, je vais peut-être commencer par donner quelques éléments de réponse. D'abord, en commençant peut-être par le plan de relance européen, hein, qui est un plan de relance extrêmement important, 750 milliards d'euros, dont à peu près un tiers est fléché sur des actions, des solutions destinées en fait à combattre le réchauffement climatique. Donc évidemment, là, l'Europe, elle a un rôle absolument significatif. Et après, de manière peut-être un peu plus concrète, au-delà juste de l'aspect financement, je pense qu'il y a un vrai besoin d'avoir une politique énergétique cohérente entre les pays. Et je sais que c'est facile à dire. Aujourd'hui, la réalité, on le sait, elle est quand même très, très différente, avec en particulier, pour certains pays, le nucléaire, c'est vraiment important. Pour d'autres, ils en sortent. D'autres encore pensent que le gaz... voilà, il y a vraiment cette politique nationale très distinctive, en fait, de pays entre pays, qui fait que l'Europe est difficile à entendre, en fait, en termes de politique énergétique. Et après, concrètement, je pense que c'est là où le besoin est finalement le plus criant, c'est que le gaz, l'électricité, les interconnectivités, le fait qu'un pays peut avoir besoin d'import, d'export, tout ça, ça doit marcher. Et quel dommage de ne pas avoir une meilleure unité énergétique en Europe. C'est vraiment quelque chose, je crois, qu'on peut regretter, parce que physiquement, les connexions sont là. Et je crois qu'au-delà, il y a sûrement un rôle que l'Europe doit jouer de façon importante, c'est de penser une problématique globale d'interconnexion des réseaux. Je
Je pense que chaque pays aura sa propre roadmap énergétique selon ses contraintes, son histoire, etc. À un moment donné, il est clair que l'optimum global devra s'appuyer sur une meilleure interconnexion des réseaux pour traiter les problèmes d'équilibrage et d'intermittence des renouvelables à l'échelle européenne. Je sais que le président y est sensible. On a des projets d'interconnexion qui se développent. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de projets. En Europe comme ailleurs, le bottleneck maintenant d'une croissance accélérée des renouvelables, c'est plus le coût des renouvelables, c'est plus la technologie, c'est comment on arrive à gérer le réseau qui devient un bottleneck. Et en Europe, on a une opportunité de le faire à travers plus d'interconnexions qui n'existent pas dans d'autres zones géographiques mondiales. Et donc là, il faut une sorte de master plan à la fois entre les pays et aussi quand on regarde des zones dans la mer du Nord, pour revenir sur l'éolien offshore, on commence à parler de réseaux offshore en mer du Nord qui se connecteraient ensuite à différents pays. Donc il y a différents modèles, mais ça sera forcément une partie déterminante de l'équation. Et peut-être juste pour compléter et prendre peut-être un point de vue un peu que tu aurais pu prendre toi Jérôme sur l'aspect supply chain, et je pense que là aussi c'est vraiment important de prendre une approche européenne, parce que penser que chaque pays peut développer tous les composants d'une supply chain pour les énergies de demain, c'est quand même se mentir en termes de capacité à rester compétitif. Donc, il faut quand même avoir des effets de taille, des effets d'échelle. Et pour ça, il faut accepter qu'un pays produise à l'échelle un certain type de composants et que chaque pays ne peut pas reproduire ses capacités. Donc ça, c'est pareil, supply chain, compétitivité, il faut qu'on ait une approche européenne. Je pense que c'est vraiment critique. Tu as raison, il y a une limite à la course au contenu local à un niveau granulaire. Et peut-être pour sortir un petit peu de l'Europe, hein, si on regarde ce qui se passe ailleurs, en tout cas sur l'hydrogène, je ne vais pas m'aventurer sur le reste, en Asie, on voit clairement ils se focalisent sur les cas d'usage, en tout cas dans les pays type la Chine. Corée, Japon, ils développent des imports et des projets assez forts autour de l'hydrogène, mais dans une Hydrogen Society, comme ils l'appellent. Amérique du Nord, on voit que l'administration Biden est en train de bouger et ça va venir. Et l'Europe a pris une approche un peu plus holistique qui est sans doute un peu plus compliquée à mettre en œuvre puisqu'on veut tout bien faire. Donc le carbone, C'est la particularité de l'Europe. On se met toujours c'est sans doute, mais c'est sans doute la meilleure voie et la plus propre. Mais c'est sûr que ça demande d'aligner pas mal de paramètres. Hein. On a parlé de supply chain, je pense que c'est effectivement absolument primordial. Échange entre pays, cas d'usage, IPCEI, je veux dire, tout est géré à une échelle qui est transnationale et qui demande beaucoup d'alignement. Donc ça demande un peu plus d'efforts. Après, je pense que l'Europe sera sans doute plus forte sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes avant la conclusion de cette table ronde. Je crois qu'il y a une question dans la salle, mais il y a aussi beaucoup de questions sur l'hydrogène, Mathieu Gère. Vous voyez, ça suscite. Hein. Les industriels ne sont aujourd'hui pas prêts à payer le surcoût de l'hydrogène bas carbone. Comment les inciter? Est-ce que ça doit passer par une réglementation contraignante? Catherine MacGregor, vous pouvez aussi répondre. Et H2 is a buzzword, mais effectivement, c'est pas simple. Pouvez-vous partager les raisons pour lesquelles la bulle aujourd'hui est disproportionnée face, on va dire, à l'horizon de ces projets? Je vais peut-être commencer sur les industriels ne sont pas prêts à payer. Je ne sais pas s'ils ne sont pas prêts à payer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est, en tout cas, on va rester sur l'Europe, on a besoin d'un cadre réglementaire qui soit clair. Les prix du carbone augmentent de manière quasi quotidienne. Je crois qu'on était à 54 € la tonne la semaine dernière. Pardon, 58 ? 58, nous dit monsieur Caraco. Ça monte sans arrêt. Donc, je pense que le consommateur final va les inciter à décarboner, le régulateur va inciter à décarboner, et donc à un moment, tout ça va s'équilibrer. Donc, quand on parle aux industriels aujourd'hui, ils ne sont pas contre payer, par contre, ils veulent la bonne technologie au bon prix, et comme on le voit dans votre rapport, aujourd'hui, on est sur des courbes qui sont en train de baisser. Donc, est-ce qu'ils payent le prix d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils payent le prix de demain? Je pense que la discussion, elle est plutôt là. Et donc, pour aider à combler l'écart, on a besoin d'aide financière ou d'aide en termes de politique publique. Donc, je ne pense pas qu'ils ne sont pas prêts à payer. Je pense qu'ils sont prêts à accompagner. Il faut juste qu'on trouve les bons projets, la bonne massification pour les bonnes applications. Vous voulez réagir, Madame MacGregor? Non, je pense que vous avez dit le principal. Peut-être simplement en termes de financement, comme il y a effectivement tous ces plans de relance, je pense qu'on a quand même une responsabilité assez collective finalement de s'assurer que on fait les projets qui aujourd'hui certes ont besoin de subventions, mais sur lesquels on a une visibilité qu'ils vont devenir compétitifs à terme. Et faire de la démo sur des projets qui ne seront jamais compétitifs, c'est vraiment là pour le coup une perte de subventions, une perte de temps. Et donc là un petit peu besoin de discipline pour s'assurer qu'on vraiment se concentre sur les projets qui vont y arriver. Sinon ça sert à rien. Alors je crois qu'il y a encore une question dans le public. Allez-y. Oui, bonjour, David Marchal de l'ADEME.
Alors, la France a fait le choix de soutenir la filière hydrogène au travers du soutien à l'innovation, au travers du travail en ce moment sur le soutien des projets d'intérêt européen, mais également en soutenant le développement d'écosystèmes territoriaux hydrogène pour viser une compétitivité prix locale et puis la complémentarité des usages aussi localement pour soutenir petit à petit une filière industrielle hydrogène. Je voulais savoir si, qu'est-ce que vous pensiez finalement de cette approche et ailleurs dans le monde, est-ce que on a ce type de développement au-delà des gros électrolyseurs, des grosses installations qui étaient citées? Et puis une question peut-être aussi pour la commission, pour la CRE, par rapport aux infrastructures, on va dire de réseau d'hydrogène. Est-ce que, il nous semble en tout cas à l'ADEME que bien sûr ce sont des infrastructures de long terme, la réalisation d'études de faisabilité ou d'études d'opportunité pour certaines parties de ces réseaux sur des axes majeurs, sur des axes industriels, sur le vallée de la chimie, etc. Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est envisageable? Voilà. Merci. Merci à vous, David Marchal. Donc, il y a une question pour la CRE et puis une question pour... Oui, mais je vais peut-être juste répondre sur les infrastructures. Oui, bien sûr, Nous sommes aujourd'hui en train de tester des infrastructures à la fois sur les capacités de stockage. Donc, on a des cavités salines qui aujourd'hui stockent le gaz naturel et on est en train de faire des tests pour voir si elles peuvent stocker l'hydrogène. Et pareil pour l'infrastructure, en particulier sur la métallurgie, tous les aspects sécuritaires dont vous parliez tout à l'heure. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de faire ces tests-là. Et pour parler des modèles, moi je pense qu'il faut décorréler le cas d'usage de la supply chain qui est derrière. Donc ce qui est important, c'est vous l'avez dit, c'est les écosystèmes locaux, les usages locaux. Après, est-ce qu'il faut mettre à chaque fois qu'il y a un besoin, un micro-électrolyseur de 2 MW? Je pense qu'il faut se poser la question du prix de transport de l'électricité, du prix de l'électrolyseur. Est-ce qu'il est dans la durée, mais comme le disait MacGregor juste avant, est-ce qu'il va être compétitif? Je pense qu'il faut regarder un peu tous ces paramètres-là avant que chaque projet soit un peu un pilote qui se réplique à l'infini. Donc, est-ce que c'est centralisé, semi-centralisé au local? Il n'y a pas de bonne réponse, mais il faut quand même se poser la question de la compétitivité et de l'usage des fonds publics. Merci à vous. Est-ce que vous voulez réagir de ce qu'a dit Catherine MacGregor sur les expérimentations de cavités salines qu'on transforme, voilà, ça fait partie du système. Quant au réseau, on a un sujet de réseau, alors ne mélangeons pas tout, il y a un sujet de rentabilité des réseaux de gaz, je pense que le directeur général de GRT Gaz qui est là, si vous l'autorisez à parler, il pourra le faire. Thierry peut en dire un mot. On a un vrai sujet de réseau, c'est vrai, mais essayons peut-être vous l'avez dit les uns les autres, le rapport le dit, d'y aller pas à pas, d'y aller sécuriser. Oui, c'est un vrai sujet, essayons de ne pas brûler nos cartouches, c'est important, je crois. Et peut-être Thierry peut répondre mieux que moi. Là. Alors un petit mot, mais je crois que Madame MacGregor, vous avez une contrainte de temps. Donc si vous nous quittez, vous pouvez partir le temps que Monsieur commente. Vous êtes obligé d'écouter, on peut pas faire autrement. Allez, allez, je vous en prie. Et après, on va clore pour enchaîner avec Monsieur Éric Orsena, parce que sinon, on pourrait débattre pendant très longtemps, je pense, sur le sujet. Allez-y, je vous en prie. Oui, non, mais ce qui a été dit tout à l'heure, moi, me va bien. Effectivement, il n'y a pas un besoin immédiat de réseau et d'infrastructures hydrogène. Je pense néanmoins qu'on aura besoin de cela quand l'hydrogène va devenir de plus en plus important. Et c'est pour ça, comme l'a dit Catherine MacGregor, que les acteurs d'infrastructures se préparent, font les études nécessaires pour être prêts. Je pense, et ça n'a pas été évoqué, qu'il y a probablement un sujet de planification. C'est-à-dire que c'est tout en filigrane dans les rapports, la planification. Voilà, donc faites bien de le rajouter. Des infrastructures en sens large du terme, c'est-à-dire les infrastructures de transport d'électricité, de transport de gaz, doivent être pensées avec l'implantation des éoliennes en mer ou ce genre de choses. Et ça se prépare maintenant, même si effectivement les premières infrastructures n'arriveront que plus tard. Voilà. Merci beaucoup pour votre commentaire. Merci Catherine MacGregor, Mathieu Giard et Jérôme Pécresse. On peut vous applaudir pour votre intervention.